Nous sommes le lundi 25 février, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du 15h au sommaire de l'actualité. Le président Guelleh participe au premier sommet de la Ligue arabe et de l'Union européenne à Sharm el-Sheikh qui s'est ouvert aujourd'hui. Et dans l'actualité internationale, c'est présidentielle au Sénégal, Macky Sall revendique sa réélection. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Je vous le disais en titre, le premier sommet des États arabes et de l'Union européenne s'est ouvert aujourd'hui dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh en présence d'un nombre important de chefs d'État et de gouvernement de deux partis. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, participe aux côtés de ce père à ce premier sommet de l'UE et des États arabes. Ce sommet abordera plusieurs sujets d'intérêt commun dont trois thèmes principaux au menu des discussions: la coopération économique entre l'Europe et les pays arabes, les défis mondiaux et les questions régionales. En premier lieu, le commerce et l'investissement autour de la Méditerranée ainsi que les questions d'éducation et sociale feront l'objet de plusieurs discussions. Au registre des défis mondiaux, les deux parties évoqueront le multilatéralisme et le changement climatique, l'immigration, la sécurité et la situation dans la région. Les dossiers régionaux comme le conflit israélo-palestinien, la Syrie, le Yémen et la Libye ont été également abordés. Des contacts et une coopération renforcée entre les membres de l'Union européenne et de la Ligue arabe peuvent potentiellement améliorer la prospérité et la stabilité dans les deux régions. D'autres questions seront abordées lors du sommet Union européenne Ligue des États arabes portant sur les perspectives de coopération entre les deux parties et les défis communs, dont en particulier la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Retour à Djibouti où dans le cadre du 40e anniversaire du Parti du Rassemblement Populaire pour les Progrès, RPP, une conférence d'échange et de débat sur le militantisme au sein du parti RPP s'est tenue hier après-midi au Palais du Peuple. Placé sous l'égide du Premier ministre et vice-président du Parti du Rassemblement Populaire pour le Progrès, Abdelkader Kamil Mohamed, et ce en présence de la vice-présidente du comité de mobilisation, Mouna Ousmane Adan, des doyens du parti, des militants sympathisants et adhérents du parti, ainsi que des cadres des différentes institutions publiques, à savoir des professeurs, juristes et étudiants, ont été donc au nombre important lors de cette conférence, échange et débat. En effet, cette rencontre avait pour but de transmettre des messages de militantisme de nos aînés ainsi que leur sacrifice durant ces 40 ans d'existence aux jeunes adhérents et sympathisants du parti. L'occasion pour tous ces auditoires issus des différentes institutions de profiter de ce débat très riche en histoire du parti et celle de notre pays intrinsèquement donc liés. Pour ce faire, de jeunes universitaires ont eu l'opportunité d'en profiter et poser des questions sur plusieurs thématiques, à savoir le rôle de la femme au sein du parti, les grandes réformes entreprises par le parti politique, ainsi que bien d'autres questions au vice-président du parti, Abdelkader Kamil Mohamed, et aux doyens également présents. Écoutons à présent la secrétaire d'État chargée des affaires sociales et donc membre du comité de mobilisation. annaka oo xusayna 40 jirkii xisbigeena qaaliga xisbiga RPP xisbigaasina uu yahay
Écoutons à présent le vice-président du parti du Rassemblement populaire pour le progrès, Abdelkader Kamil Mohamed. Je ne veux pas dire que tout le monde sont peut-être chers militants, parce qu'il y a toujours une différence entre militants et sympathisants. Un sympathisant est une personne qui est passif, mais qui va voter pour toi le jour de l'élection. Un militant, c'est quelqu'un qui est très actif, qui est au devant de la scène, qui amène les personnes qui ne sont pas encore adhérents à les amener à s'adhérer au parti. Ce que nous souhaitons, nous, que tous nos sympathisants, qui sont beaucoup plus nombreux que les militants, deviennent militants. C'est notre souhait. C'est notre souhait dans la mesure où la plupart des gens qui ont créé le parti sont décédés. Aujourd'hui, nous avons parmi les gens qui sont à la direction, quelques-uns qui sont encore présents et qui tiennent encore le flambeau du parti. Je vais citer Ouaïs, Madouès, Mohamed Hassan. Mohamed Hassan, c'est l'un des rédacteurs du journal Le Progrès. C'était le premier directeur de publication. Vous le connaissez très bien. Abdallah Chiroua, l'un des plus grands militants du parti. Ali Abdi Farah, qui faisait partie du comité exécutif du premier congrès. Ali Moussa Hamadou, qui faisait partie aussi du comité central du premier congrès. Avec une politique d'industrialisation afin de faire l'industrie un levier de croissance, c'était le thème d'une conférence qui s'est ouverte tôt ce matin à l'Institut des études diplomatiques. La suite dans cette séquence avec Saïd Halouita. Politique d'industrialisation afin de faire de l'industrie un levier de croissance était le thème d'une conférence qui s'est ouverte tôt ce matin à l'Institut diplomatique. Cette conférence, présidée par le secrétaire général des Affaires étrangères et le secrétaire général des Finances, a regroupé les hauts cadres de l'administration et les acteurs majeurs des institutions concernées, mais aussi une pléiade d'intellectuels. Animé par le docteur Kenichi Ono, chercheur du GRIP Development Forum, a mis en exergue qu'il faut mettre en œuvre différents paramètres en matière de réforme administrative, politique, économique et commerciale pour faire de l'industrie un levier de croissance économique. L'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Koji Yontani, a dans son discours souligné que cette conférence s'inscrivait dans le cadre de relations bilatérales entre Djibouti et le Japon. Quant à lui, le secrétaire général des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Hassan, a à son tour rappelé que les relations bilatérales entre Djibouti et le Japon ont depuis franchi différents paliers. Le secrétaire général du ministère des Finances, M. Abdelazar Ahmed Idriss, a dans une brève allocution souligné que la question qui concerne la politique d'industrialisation touchait plusieurs domaines et qu'il était important à travailler ensemble. Les officiels terminés, M. Kenichi Ono a présenté une projection sur une étude comparative entre les pays d'Asie et l'Afrique. D'autres rencontres ciblées se tiendront afin que cette équipe japonaise à sa tête, Dr Ono, puisse apporter son expertise. Et en fin de conférence, le directeur de l'Institut diplomatique, M. Mousse Megag, a, avec quelques mots, souligné l'importance d'apprendre des grandes nations et de leur savoir-faire et qu'il était plus qu'important à travailler en étroite collaboration sur ces domaines avec le Japon. Nous avons eu l'honneur d'accueillir Dr Ono, qui est un grand chercheur économiste, qui a une expérience très large en matière de recherche économique en Asie et en Afrique. Il a surtout beaucoup travaillé en Éthiopie, qui est notre grand partenaire, et au Rwanda et d'autres pays en Afrique. Il commence avec nous à Djibouti. Il est en train d'étudier nos paramètres économiques. Nous avons invité la présidence, il y avait le conseiller économique du président. En bref, et sans image, avec ce communiqué, la direction des affaires maritimes informe les usagers du ferry Mohamed Burhan
qu'elle planifie pour que ce ferry puisse desservir Obok 3 fois par semaine à compter de mi-mars. La direction des affaires maritimes regrette que la situation de ces derniers jours, mais malheureusement ce ferry n'est pas le paquebot Queen Elizabeth II. Il ne peut que transporter que 150 passagers et une quinzaine de véhicules pour un total de 130 tonnes de charge. Nous ne pouvons pas se permettre de négliger la sécurité de nos concitoyens et du navire. Cette année, le ferry aura 10 ans d'âge et c'est grâce à cette rigueur que le ferry est resté dans les mêmes conditions que sa première année de mise en service. Aussi, c'est grâce à cette constance que le gouvernement japonais a validé l'acquisition du deuxième ferry prévu l'année prochaine, où Tajura et Obok auront chacun un ferry. Ainsi, la région du Nord sera totalement désenclavée. C'est pourquoi nous faisons appel à l'indulgence de nos concitoyens, a-t-il précisé ce communiqué. Nous demandons aux usagers de nous assister au mieux vous servir, car ce bateau est votre propriété. Il appartient à la population. Nous faisons donc appel à votre civisme envers le personnel du ferry qui subissent des injures, des menaces et même des coups. Dans le cadre de la commémoration du 40e anniversaire du Grand Parti du Rassemblement Populaire pour le Progrès, la commission culturelle d'Annexe Quartier 3 s'est rendue jeudi dernier pour organiser les concours culturels. À cet effet, de nombreuses activités culturelles ont présenté, à savoir un campement traditionnel avec tous les accessoires, nattes, ustensiles de cuisine, personnages différents, plats, mariage traditionnel, bétail. À l'issue de cette manifestation culturelle, les troupes de l'Annexe Quartier 3 ont présenté leur danse folklorique, la récitation des poésies en langue somali, mais aussi la chanson sur les résultats du Parti du Progrès, du Parti du Rassemblement Populaire pour le Progrès. À noter que cette activité entre dans le cadre de la commémoration du 40e anniversaire du Parti du Rassemblement Populaire pour le Progrès. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Au Sénégal, le camp du président Macky Sall revendique une réélection. Le camp du chef de l'État sortant, Macky Sall, a revendiqué dans la nuit de dimanche à lundi sa victoire dès les premiers tours de la présidentielle au Sénégal. Un résultat que ces deux principaux rivaux avaient contesté par avance. Face à Macky Sall, 56 ans, largement en tête dans de nombreux bureaux de vote, selon le premier résultat parcellaire égrené par les médias locaux. Seul l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, 59 ans, et le député anti-système et ex-inspecteur des impôts Ousmane Sonko, 44 ans, paraissaient en mesure de se qualifier pour un éventuel second tour. Le Vietnam attend la venue de Kim Jong-un et Donald Trump. Eh bien, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est en route pour le Vietnam où il doit rencontrer Donald Trump. Les deux hommes ne se sont plus vus depuis un premier sommet en juin 2018 à Singapour. Depuis, le président américain n'a eu de cesse de vanter leurs très bonnes relations et les progrès accomplis en vue d'une dénucléarisation de la Corée du Nord. Mais si chacun est pressé d'aboutir à un succès diplomatique à Hanoï, les concessions ne pourront qu'être limitées. Et nous terminons avec le Venezuela, où Juan Guaido veut maintenir donc la pression sur Nicolás Maduro. La tension n'est pas retombée à la frontière entre le Venezuela et le Brésil au lendemain des violents affrontements qui ont fait 2 morts. Dimanche, des membres des forces de sécurité brésiliennes ont formé une ligne le long de la frontière pour empêcher les manifestants de s'opposer à la garde nationale vénézuélienne. Côté frontière colombienne, sur le pont Simon Bolivar, des opposants à Nicolás Maduro et les forces de l'ordre vénézuéliennes se sont une nouvelle fois affrontés. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.